On parle aujourd'hui d'éducation. On compare les éducations, notamment l'éducation africaine et l'éducation occidentale. Il paraît qu'en Occident, les enfants sont un peu plus libres, peut-être même trop libres, au point de manquer souvent de respect. Pendant qu'ici, en Afrique, là, il n'y a pas besoin de parler. Vous-même, vous savez ce qui se passe ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, partout, par les animaux même de la forêt. Il paraît que maintenant, les animaux de la forêt... Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit, parce que quelqu'un m'a dit, quand j'étais à Paris, que quand l'émission passe la musique, elle avait un perroquet et que le perroquet commence à répéter... Il faut qu'elle nous envoie une vidéo. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc maintenant, là, l'émission touche tellement que tout le monde regarde cette émission dès que ça commence. L'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre foi et à votre spiritualité. Comment ça va? Oui. Ah, tu as parlé de la tata qui a bu de verre chez toi, qui dit que Oui, quand ça commence, son chien baoulé, pousse spaghetti, la met son pied, puis elle, c'est pas... Non, mais la dame, elle a pareil, vraiment, elle dit que c'est la musique, là, quand ça fait... Que même le perroquet, tout le monde fait, que sa fille aussi danse et tout le monde dans la maison danse. C'est vrai que c'est très dansé. Alors, comment allez-vous les filles? Ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. Ça va? Ça va. Toujours. D'accord. Dija, il paraît que tu as refait ton nez. Ah oui, Ah, tu t'attendais pas à ça, hein? non, mais franchement, les gens vont chercher tellement loin. C'est Vous savez, il y a une technique de maquillage qui s'appelle le contouring. Et je maîtrise le contouring. Ouais. Voilà. Vous pouvez avoir l'impression que mon visage est très fin et tout ça, machin, que mon nez s'est affiné et tout. Mais il est toujours aussi gros et épais. Mais ce qui est bizarre, c'est que la personne dit, et dit, pardon, faut nous dire. En fait, il y a quelqu'un qui a dit, c'est moi où Dija a refait son nez, tout ça, il est plus affiné. Et il y a quelqu'un qui vient répondre en bas. Tout à fait, elle a refait son nez. J'ai dit, mais tu me connais avant. Ils ont vu sur les réseaux, hein. En fait, c'est comme ça que les rumeurs vont bon train. Tout le monde va venir s'asseoir sur les internets pour dire que Dija a refait son nez. Ouais. Cotisez, hein, vous là. Quand tu allais... Non, mais si t'as refait, tant mieux. T'as doublé, c'est tout. Jusqu'à elle, on dit elle allait au Maroc, tout ça là. C'est à cause de ça, elle est tout le temps au Maroc sur Instagram. Comme tu n'as pas vu mon commentaire là. Rien que tu changes en toi, t'es toute belle comme Ouais, tu es. On t'aime je comme tu es. m'adore comme ça. Totalement. Elle est là avec monsieur Temps. Son mari, mais il a dit, et moi, mon commentaire, il y a j'ai enlevé pimpin dans ses fesses. Oui, j'ai enlevé le pimpin. En fait, les gens, ils connaissent notre vie plus que nous-mêmes, quoi, finalement. Alors, les filles, aujourd'hui, on parle d'éducation. C'est un superbe sujet, vraiment. Éducation en Afrique ou éducation en Occident. On a l'impression qu'en Occident, c'est un peu de dérapage. On a 3 invités sur ce plateau qui sont très habilités à nous parler de ça. Nous avons Shekina PG. Shekina PG, c'est quoi PG? Pierre-Georges, donc en abrégé, parce que mon nom de famille est extrêmement long. C'est quoi ton nom de famille? Pierre-Georges. C'est ça qui est extrêmement long, là? Oui, ouais, bon, souvent on me demande, est-ce que c'est pas composé, est-ce qu'il y a un tiret, donc pour éviter tout ça, PG. Et puis c'est vrai que ce sont deux prénoms qui sont en nom de famille. Exactement, en fait. C'est assez original. Shekina Pierre-Georges. Parce que ton papa, il est français. D'accord. Enfin, il est métis, mais bon, son père... D'accord, ok. Métis de France. C'est ça. Pierre-Georges. Ouais, c'est le français qui s'appelle La Pierre-Georges. famille Non, Pierre-Georges. ton côté ivoirien, c'est quoi? C'est du côté de mon père et de ma mère. Du coup, mon père, il est métissé et ma mère, elle est ivoirienne. Baoulé, D'accord, ok. Elle est bêtée de Gagnoire. Les moulets. Ouais, elle est vraie, c'est ça. Alors toi, tu vis en France. Exactement, oui. Et tu as combien d'enfants? Moi, j'ai 2 filles. D'accord, ok. Et donc, tu pourras nous parler de l'éducation des enfants en France. Oui, exactement. Très bien. Ensuite, nous avons Maïni Souma. Maïni Souma, on va applaudir. Maïni Souma est professeure de langue. Comment ça va? Ça va bien, merci. D'accord. Alors, toi, Maïni Souma, tu vis ici maintenant? Maintenant, oui, depuis 5 ans. D'accord. Et tu as quitté l'Europe? Voilà.
C'est ça. Je suis partie de l'Europe. J'ai fait un moment quand même en Angleterre et un autre moment à Paris. Ouais. Voilà. Et l'éducation de ton enfant était ta priorité. Donc, tu t'es dit, il faut que... C'était ma priorité, tout à fait. Ouais. Parce qu'ici, c'est mieux, peut-être. Eh ben, ici, c'est mieux, oui, parce que j'ai grandi ici, donc je savais déjà comment c'était. D'accord. Très bien. On aura l'occasion d'en parler. Ensuite, il est de la police nationale française. Je ne sais pas s'il l'est ou il l'était. Il était parce que Il était. j'ai été fonctionnaire de police pendant 15 ans. D'accord. Voilà. Avant ça, j'étais marin militaire et la chance que moi j'ai eue, en fait, c'est d'être né là-bas, mais d'avoir grandi ici. Très bien. À l'âge adulte. Et le nom, c'est Asso Mackenzie Kadja. Asso Mackenzie, donc tu es ivoirien. Oui. Et tu as été militaire et, et policier. policier en France. D'accord. En fait, je suis franco-ivoirien. Très bien. Et donc, tu pourras nous dire un peu comment ça se passe avec l'éducation des enfants là-bas, parce que c'est la police qui les arrête tout le temps. Voilà, c'est pas que la police les arrête tout le temps, mais la police fait son travail. D'accord. Voilà, c'est plutôt ça. Très, très bien. Alors, les filles, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation enfin, je ne vais pas dire française, parce que je pense que je n'ai pas de tout l'Occident ensemble, occidentale et africaine. Bon, pour moi, avec mon fils, très, très vite, j'ai voulu qu'il rentre en Côte d'Ivoire à cause justement des influences autour dans les quartiers, dans les écoles. J'ai vu plein de copines à moi. Vous savez, le matin, quand vous allez déposer l'enfant à l'école, vous liez d'amitié avec les mamans. Et il y a plein de mamans qui ont eu comme ça les enfants. On a pris leurs enfants comme ça parce que justement, elle a giflé l'enfant. Parce qu'il a fait une grosse bêtise, il a fumé, il n'a pas respecté peut-être sa mère, il a insulté. Et donc l'enfant, au moment où elle voulait frapper l'enfant, il a sauté par la fenêtre. Il s'est enfui, il allait vers l'école et les profs ont appelé les services sociaux ils sont arrivés et puis ils ont pris l'enfant. Donc, il a arraché l'enfant, on a arraché les papiers de la dame aussi, parce que sa carte de séjour, c'était un peu un bizarre. Donc, elle a dû avoir un an pour repartir dans son pays d'origine. Et puis, il y a eu plein de cas comme ça. Et puis, à la fin, un jour, mon fils jouait au foot dans la cour. Enfin, derrière, j'avais un jardin arrière avec des amis. Et puis, il y en a un qui sont arrivés à vélo et qui l'ont giflé. Parce que l'enfant jouait tellement bien au foot. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de menaces. J'ai dit, ma chérie, tu en as un, tu n'en as pas deux, autant rentrer à Abidjan. Et franchement, depuis que je suis rentrée à Abidjan avec mon fils, j'ai eu que des bons résultats à l'école. Le comportement a changé. Et là, il est reparti. Il me dit, maman, heureusement que tu m'as fait venir en Côte d'Ivoire. Parce que je suis revenue. La plupart des gens dans le quartier, les enfants sont en prison pour drogue, l'autre en prison pour truc de gang. Il n'y a pas eu vraiment de taux de réussite, en fait. Surtout quand on est noir. Oui, c'est ça. Alors, moi, je ne connais que dans la pratique l'éducation africaine. Parce que c'est mon école. C'est ça. Et je trouve que nous, sur ce plateau ici, et la majorité des adultes d'aujourd'hui vous diront que c'est la meilleure éducation parce que les enfants sont restés quand même... Il y a très peu qui ont dévié. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe des enfants qui, même ayant reçu l'éducation africaine à la dure, ont dérapé. Mais c'est quand même assez rare dans une famille d'avoir 3 à 4 personnes qui dérapent. C'est vrai. Par contre, il y a plein de documentaires et même les expériences de personnes qui vivent là-bas qui disent, voilà, moi je suis arrivée, je n'ai pas grand moyen, je vis dans une cité et on sait à quel point c'est dur dans les cités, les enfants dévient, ils rentrent dans des gangs, dans la drogue, dans le grand banditisme et tout. Et c'est vrai qu'éduquer un enfant en Europe, je pense que c'est un peu plus compliqué, un peu plus délicat, parce qu'on n'a pas toute l'entière autorité sur son enfant. C'est ça. Parce qu'il y a toi, mais il y a des gens qui te supervisent. Voilà, il y a tout un système qui est mis en place et n'importe qui peut te dénoncer. Exactement. Du jour au lendemain, on te retire la garde de ton enfant. Il y a tellement de choses que je pense que finalement, à choisir, je préfère avoir des enfants ici, leur donner l'éducation. Quand je te regarde, tu sais que tu dois marcher. Merci. Alors, moi, ma mère est française, mon père était ivoirien. Mais ma mère est née à Gagnoa. Elle, c'est une vraie bêtée des Gagnois. Elle est née, elle a grandi, elle a fait l'école ivoirienne et tout ça. Même si c'est une blanche, elle a fait l'école ivoirienne et tout, lycée français. Collège moderne de Cogodi, Sainte-Marie et tout ça. Donc moi, en grandissant, j'ai vraiment reçu l'éducation à la dure, tu vois, à l'ivoirienne, comme on dit. Et je me rappelle même qu'une époque, quand j'étais en 4e, mais quand mes parents étaient séparés, je vivais chez ma maman en semaine et tout. Et puis bon, tu sais, c'est un peu l'époque où déjà l'adolescence commence, tu as envie de t'amuser et tout, et les moyennes baissent et tout. Maman dit, ah bon, c'est chez moi, tu veux t'amuser. Allons chez ton papa. Donc on m'a laissé, je suis partie passer 2 semaines de congé chez mon papa. J'ai été bien redressée. Et puis, je suis passée, ça dit que j'avais plus la moyenne, mais j'ai multiplié ma moyenne par 2 et je suis passée en classe supérieure. Bien. Et depuis, j'ai gardé vraiment cette
Rigueur. Cette rigueur. Et même avec mes enfants, j'essaye d'être... Je ne veux pas dire dur, mais je préfère qu'ils sachent que je suis dure maintenant parce que je les aime, plutôt qu'on les laisse trop faire. Et puis après, ça va devenir autre chose. Mais comme on dit, vers la fin, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu qui fait. Ouais. Vraiment. D'accord. Très bien. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Enfin, tout le monde connaît, nous, l'éducation qu'on a reçue. Et je pense que... Alors, moi, je vois les deux. Ma sœur, elle est en France, elle éduque sa fille, mais elle essaie vraiment de l'éduquer avec ce qu'on a eu comme vraie éducation, pas dure, mais vraiment un peu stricte quand même, pour que l'enfant ne fait pas n'importe quoi. Mais je vois plein de personnes autour de moi qui n'arrivent pas à gérer leurs enfants. C'est-à-dire leurs enfants leur crient dessus, leurs enfants les lapident quand elle est fâchée. Oui, je t'assure. Bah oui. Et à Paris, je vois des gens, l'enfant lapide, l'enfant est fâché. Et puis moi, quand je suis là, je dis, mais tu peux pas la... Eh, mon cher, si je veux me la retirer. Et l'enfant qui est là aussi, ouais, peut-être. J'attrape ma tête quand il dit maman, donne-moi cette fille-là pendant un jour. C'est grave. Tu vois? Donc, pour dire qu'en Europe, vraiment, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et puis, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a toujours des tueurs en série dans les films, les trucs. C'est eux qui ont toujours des bêtises, en fait, chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais commencer par toi, ma chérie, Pierre-Georges. Oui, alors moi, en fait, j'ai grandi en Europe, mais je suis née ici, à Abidjan. Je suis partie très, très tôt. Arrivée là-bas, donc j'ai vécu normalement avec mes parents. J'ai fait ma scolarité là-bas. J'ai fait pas mal de bêtises. Oui, c'est vrai. Nous, on dit beaucoup entre les... Oui, si, Yacine dit ça beaucoup. C'est oui, mais ça m'aider à chaque fois que je dis ça. Mais en tout cas, j'étais donc en France et puis après, j'ai fait pas mal de bêtises aussi également. Des bêtises, oui, comment? Des bêtises, c'est-à-dire sortir alors que nos parents ne voulaient pas, rentrer à des heures tardives. Bon, après, moi, c'était pas des bêtises extrêmes. Hein. Franchement, Dieu merci, je suis pas arrivée à ce stade-là. Mais il y a eu pas mal de choses qui se sont... Tu sortais en cachette, tu sortais avec des petits copains et tout, on t'attrapait, dis un peu. C'est pas méchant. Ah bah, si t'es là, c'est pour que je nous explique. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais non, enfin, moi, j'ai pas eu j'ai pas eu des bêtises extrêmes. C'est juste que j'ai vu vraiment la différence lorsque je suis venue à un certain âge. Mes parents m'ont fait venir ici à l'âge de 7 ans, 8 ans. Et ma tante, qui s'appelle Tata Chantal, donc big up à elle aussi également, qui m'a fait grandir ici à Yopougon, elle était vraiment très, 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 très dure. Et c'est là que j'ai vu vraiment une grosse différence. Je pense que je rentrerai dans les détails peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas... il y a eu pas mal de choses, pas mal de choses. Moi, quand j'entends pas mal de choses, j'ai bien envie d'entendre ce que c'est exactement dans les détails. C'est-à-dire, il y a eu pas mal de choses là. C'est quoi? Tu as fait quoi à tes parents là-bas pour qu'eux puissent t'envoyer ici? Ouais, c'est ça. Non, moi, personnellement, je leur ai pas fait quelque chose de ouf, on va dire. Je leur ai pas fait grand-chose. Mais ils m'ont emmenée quand j'étais plus petite pour pouvoir... canaliser un peu. Canaliser un peu. Et surtout, que je puisse voir aussi également l'éducation à l'africaine. Donc c'est comme ça que je suis venue chez ma tante et qu'elle m'a dressée comme... Et quelle a été la différence dans tes habitudes en France et la différence dans tes habitudes en Côte d'Ivoire quand tu es venue? Mes habitudes étaient d'avoir tout ce que je voulais. Vraiment, j'avais pas le... Comment dire On ne te disait jamais non, en fait. Exactement, j'avais pas de limite, en fait. Oui. Je faisais vraiment tout ce que je voulais, alors qu'ici, il y avait vraiment des limites. Je pouvais pas sortir à l'heure que je voulais, je pouvais pas faire ce que je voulais. Je me souviens même avoir demandé à ma tante, Tata, dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas une machine à laver pour laver les habits? C'est ça, on demande. Elle m'a dit, attends, à 4h du matin, tu vas voir si la machine à laver. Elle a mis un seau avec de l'omo, je me souviens, pour me laisser nettoyer mes vêtements. C'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment de la différence. Ah, il y avait vraiment une grosse différence. Oui, mais quand j'étais en France... On est arrivé dans le... C'est l'émission de Choco. C'est l'émission de Choco. Moi, je ne suis pas trop contente. Elle ne parle pas bien. Là, je suis un peu découragée. Non, mais vas-y. Alors, quand tu étais en France, tu as dû avoir des problèmes sûrement avec tes parents, comme tous les enfants. On est tous passés par là, même les plus grands, c'est normal. C'est pas pour te dénigrer ou t'exposer aux yeux de tout le monde, c'est vraiment pour éduquer ceux qui te regardent. Qu'est-ce que tu as pu faire, par exemple, sortir avec tes amis, rentrer très tard, on a compris. Est-ce qu'il y a eu la cigarette qui est rentrée là? Est-ce qu'il y a eu des histoires de gangs, peut-être? Tu traînais peut-être dans les cités avec des gars qui n'étaient pas forcément catholiques, même si tu n'étais pas là. Mais le fait que tes parents t'aient vu faire ça, ils avaient peur. Est-ce que tu as eu des situations un peu comme ça que tu peux nous expliquer? Moi,
j'ai eu la chance de ne pas avoir touché à la cigarette, tout ce qui est drogue et toutes ces choses-là. Par contre, ma maman m'a vraiment bien éduquée là-dessus. Elle m'a dit que c'est niet, niet, niet. Et Dieu merci, j'y ai pas touché. Sinon, mis à part ça, c'est vrai que les sorties tard, rentrer avec ses copines, faire un peu, sortir en boîte de nuit alors que c'était pas autorisé à un certain âge, créer par exemple de fausses pièces d'identité pour pouvoir aller... bon voilà, vous voulez rentrer dans le concret. Mais c'est ça quand même. Nous sommes dans les concrets. Donc voilà, tout ce genre de choses-là, pour pouvoir aller faire ce qu'on veut. Et c'est à quel âge comme ça, à peu près À quel âge? Je dirais plutôt vers les coups de 13 ans, 14 ans. Ouais, c'était vraiment précoce. Précoce et tout, ouais. Il y a pas mal de choses. En fait, on se laisse vraiment influencer dans l'environnement dans lequel on était. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai grandi à Rieux-la-Pape. Donc, c'est un quartier. Donc, il y a pas mal de personnes qui font des bêtises. Ouais. Encore une fois. Un quartier chaud, en fait. Un quartier chaud, ouais, exactement. D'accord, très bien. Brûler les voitures, à ça. On va revenir à ça tout de suite. Mais dis-moi. En fait, moi, j'écoute tout ce que vous dites. Moi, c'est l'inverse. Quand je dis c'est l'inverse, ce qu'elle raconte, moi, j'ai vécu ça quand j'ai grandi ici. J'avais 12 ans. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est la France qui m'a sauvé. Parce que nous, on était... on a bien grandi. Hein. J'ai fait l'externat à Saint-Paul. Quand mes parents sont rentrés, mon père est rentré pour travailler pour le premier président de la République à l'époque. Donc, on était à l'externat à Saint-Paul. On jouissait de beaucoup de privilèges. Donc, à 12 ans, nous, on était les premiers à faire les matinées dansantes au banquier. Ensuite, on a fait Top Raffia. Et moi, je dis, le problème actuellement en France, il est simple. Ils ont supprimé le service militaire, donc c'est ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est le service militaire qui m'a sauvé. En gros, ils sont venus nous chercher ici, parce que ça, c'est une chose aussi, il faut dire, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'immigrait pas tous là-bas. On avait l'obligation du service militaire jusqu'à ceux qui sont nés en 79. Oui. Ils n'ont plus besoin. Mais sinon, à l'époque, c'était tu fais le service militaire ou tu vas en prison. D'accord. Ou sinon, tu dois avoir ce qu'on appelle une exemption. Donc, quand tu es exempté, soit tu es à l'école, mais quand tu finis ton université, tu es obligé de faire le service. Et on avait tout ce truc-là où soit tu étais déclaré P4, donc psychologiquement instable. Donc, voilà. Donc, moi, c'est quand ils sont venus même nous chercher dans le village de mon père. Donc, c'est pour expliquer à la France qu'on ne va pas tous en France parce qu'on a envie, quoi. Bien sûr, je vois, c'est bien. Voilà, c'était par contrainte, merci. D'accord. D'ailleurs, si j'étais resté ici, peut-être que je serais ministre aujourd'hui. C'est possible, ouais. D'accord, donc on va revenir à toi, parce que, OK, tu étais là-bas par contrainte, mais en même temps que tu as été dans les forces de police, tu as vu ce qui se passe dans l'éducation des enfants. Moi, en fait, comment ça se passe? La contrainte fait que j'arrive, je dois faire le service militaire, je me retrouve sur un bateau, un bâtiment de guerre, où je suis le seul noir. Donc, je suis confronté au racisme tout de suite. Alors que j'étais ici, on était à l'aise. Donc, 102 marins, un seul noir. Et en plus, on m'a donné le poste le plus compliqué, c'était manœuvrer barreur. Donc, à la fin du service, on me donne un contrat, je dis non, je me barre. Je voulais partir parce que j'avais entre-temps pensé rentrer dans la police ou la gendarmerie. Donc, j'ai eu les deux concours. Je suis rentré dans la police. D'accord. Et c'est ensuite que je vois la réalité, en fait. La réalité de comment ça se passe dans les cités, comment ça se passe avec les jeunes. On se fait insulter, on dit rien. Le gamin, il nous dit... mais quand il fait la bêtise, qu'on l'interpelle, hein, que ce soit une infraction contraventionnelle... C'est ça. Ou, et tu avais quel âge quand tu as commencé à travailler en tant que 18 policier? ans et demi. 18 non, ans 19 ans 19 en tant que ans. policier. 19 ans et demi. OK. Ouais. Donc, c'était quand même aussi des ados comme toi, en fait. Non, je n'étais pas ado, je suis majeur. Ouais, voilà, mais je veux dire, tu étais jeune aussi. Hein. Jeune, mais j'avais quand même quelque chose. Comparativement à des jeunes de 12 ans, 13 ans qui commencent à fumer Merci. Et moi, dans les cités, ouais. Et moi, quand je rentre, du moins, j'ai eu mes 1 an dans la marine, et 1 an, c'est vraiment sur un bateau, et loin de la France, loin de mon pays. J'étais à Djibouti un moment, pendant 9 mois. Donc, j'ai vécu loin, et moi, ça m'a mis tout de suite, ça m'a réglé. Voilà, ça m'a réglé. Après, je suis rentré dans la police. Quand j'ai appelé les gens qui me connaissent ici, et je disais que je rentrais dans la police, personne ne croyait. Et à la fin... Et les enfants que vous arrêtez? Ouais. Donc, comme je disais, les enfants qu'on arrête sur une infraction, ils savent tous qu'ils sont protégés par la loi. Donc déjà, tu peux pas... Ils peuvent t'insulter. Voilà, pour commencer, oui, ils t'insultent, il n'y a pas de problème. Je vais taire les insultes parce qu'on est à l'écran, mais ils t'insultent. Et puis ensuite, ils te disent que s'ils vont au commissariat, ils vont ressortir... Et puis, ils te donnent l'heure, quoi.
En gros, ils ressortent, avant que tu termines ton service, ils s'en ressortent. Oui, peu importe l'infraction. Oui, non, en fait, ça dépend, parce que les infractions très graves, parce qu'il y a contraventionnel, délictuel. Après, criminel, c'est forcément présentation au parquet. Ensuite, mais il y a toujours le système, en fait, de la brigade des mineurs. Donc, quand on les ramène au commissariat, on les met à disposition de la brigade des mineurs, qui juge en fonction et qui appelle le parquet. Donc, le parquet décide En même temps, les prisons auraient été pleines. Mais des fois, c'est les parents qui viennent se plaindre des enfants, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués. Non, les parents se plaignent des enfants, ils n'en peuvent plus. Ils font ça très rarement. C'est vraiment quand ils se font violenter, là, ils nous appellent. Ah ouais. Et là, c'est autre chose, oui, parce que on tabasse, du moins, ils tabassent leurs parents. Oui. Oui, on va marquer une pause. Parce qu'à partir du moment où on parle de tabasser, on doit mettre une pause publicitaire. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Maïnou Souma, Asso Mackenzie Kadja et Shekina Pierre-Georges. On va applaudir. D'accord, donc on entend que des enfants tabassent même leurs parents. Oui, ça on va y arriver. Et en attendant, on va aussi entendre l'histoire de Souma. Souma, dis-nous, toi tu as un enfant. Voilà, alors j'ai 2 enfants. Ah, d'accord. Un enfant. Disons que j'ai un enfant de 20 ans aujourd'hui et un tout petit de 8 ans bientôt. Ah, ok. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes en fait l'Europe? Parce que l'éducation de cet enfant-là, du plus grand justement, c'est de lui que je parle. C'est ça. Donc en fait, déjà, ça commençait. Disons que quand on était à Londres, parce qu'il est né à Londres, donc quand on était à Londres, on va dire que c'était plus l'environnement qui me faisait peur. Parce que j'étais témoin, vraiment, de cas de gangs qui se baladaient dans les quartiers. C'est-à-dire que même son enfant pouvait être dans la rue et puis se faire tuer. Comme ça, gratuitement. C'est vrai. Oui. Ouais, on avait des cas comme ça. C'est vrai. Ouais. Il y avait des cas comme ça. Moi, j'étais là. Ouais. Et aussi, il y avait les cas aussi qu'on appelait un peu comme les skinheads. Mon fils étant noir, donc forcément, j'avais peur aussi de ça parce qu'il y avait des gangs anti-black qui se baladaient en Angleterre. C'était très... Oui, c'était très courant, en fait. Donc, en fait, toi, c'est pas tellement l'enfant qui a une mauvaise relation avec toi, c'était plutôt l'environnement. L'environnement me faisait peur au départ, c'est-à-dire quand j'étais en Angleterre, parce que le petit était encore petit. Voilà. Donc, quand je suis allée m'installer en France, là, il rentrait dans l'âge adolescent. Donc là, il était plutôt... c'est là où j'ai vécu la chose. Ah, ok. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, heureusement, je pense que j'ai évité le pire. Moi, je pense que je vais plutôt dire ça comme ça, mais parce que j'ai vu la chose venir, en fait. Ça a commencé comment? En fait, ça a commencé par le fait que déjà, mon fils, on a une très, très bonne relation. On avait déjà une relation assez fusionnelle. Et puis, je me rendais compte que petit à petit, il disait plus trop les choses. Et puis, il n'écoutait plus. Quand je lui disais, par exemple, rentrer à telle heure, avant, il rentrait à telle heure, et puis là, non. Ok. Donc, il rentrait plus à l'heure, il faisait plus... Ses tâches à la maison. Ses tâches à la maison, c'était plus lui, quoi, en fait. Donc, je sentais... Voilà, et il traînait dans le quartier. Il traînait dans les quartiers. Et bien entendu, toi, en tant que mère, tu ne sais pas trop ce qui se passe dehors. Et tu entends des histoires de gangs qui se retrouvent, qui fument, qui dévalisent, qui cambriolent, qui cassent des voitures, qui... Voilà. Et nous, moi, étant à la maison, je ne sais pas. Et je ne sais surtout pas où est mon fils. Moi, ça a commencé... À l'époque, est-ce qu'il y avait des téléphones? À l'époque, oui, il y avait des téléphones. Son portable, mais il ne décrochait pas. Voilà, c'est ça. Il ne décrochait pas le téléphone. Il est devenu rebelle en même temps. Il ne décrochait plus. Donc, je ne savais pas où était mon enfant. Je tiens à dire que même ici, moi, je me souviens que des fois, quand j'étais dehors, je ne décrochais pas. Mais quand tu rentres. Mais quand tu rentres. Mais tu es au courant. Ah bon. Alors, lui, quand il rentre, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je suis d'accord que de ne pas répondre, moi-même, ça m'est arrivé. Voilà. Mais...
quand on sait comment ça se passe dehors, quand on sait, c'est ça qui fait peur en fait. Mais quand il rentrait à la maison, qu'est-ce que tu lui dis? Ah ben déjà, c'est clair que j'étais très. En fait, au départ, je ne savais pas trop comment prendre la chose. Ouais. Soit l'attaquer de front, et là, j'avais peur qu'il se braque et que ce soit pire. Ouais. Et, ou alors, c'était plutôt, bon alors, tu étais où? Raconte. Essayer petit à petit. Pourquoi enfant, tu as peur? Parce qu'on ne sait pas comment aborder. Mais je comprends, Quand bien vous lui sûr. demandez, des fois, il vous dit, ça, je donne un exemple, écoute maman, j'ai pas envie de parler, moi je rentre dans ma oui, chambre, mais tu me saoules, tu me et puis claque la Il porte. parle pas, non. C'est comme ça les enfants. Il rentre dans sa chambre et puis... Et vous La êtes raison toutes pour laquelle on malheureuses. se rebelle souvent, en fait. Parce que du coup, nos parents, ils viennent vers Mais nous. de là à dire, Mais est-ce j'ai que pas c'est envie de parler, claquer la porte, Il était ça, dit, c'est bah, lui. où? Dans la maison de C'est qui? Abidjan, sinon la papa, tu te crois, ouais. Il va dire quand t'as logé, c'est à cause de lui aussi, Non, mais sinon ici, t'as à pas le Abidjan studio. aussi, ça peut arriver. Est-ce que c'est pas aussi une Bien question sûr. d'adolescence? Bien sûr. Parce que je pense qu'à un moment donné, les enfants se rebellent. C'est un peu la crainte de nous, toutes les mamans qui avons des garçons ou des C'est enfants vrai. à Ça dépend de la partir de relation 10 ans. avec Ça dépend de la relation. Moi, Est-ce je que pense que c'est d'accord, le problème, en fait, vient de ce qu'on appelle un enfant qui fait une bêtise, par exemple. Nous sommes tous des parents, mais un enfant qui fait une bêtise, on peut dire que l'éducation est bien ici parce qu'on va leur crier dessus, on va leur... D'autres, des fois, il y a des gifs qui partent, mais ce n'est pas ça la véritable solution. Parce que correction, on prend le mot correction, c'est ensemble qu'on redresse. Correction, c'est ce que ça signifie. Mais si on ne prend pas le temps de discuter avec nos enfants, de savoir ce qui ne va pas, bah, écoutez, ils seront... Mais est-ce que Mais les enfants elle- communiquent Mais c'est ça, moi, Non, c'est moi, nous je suis... qui devons installer la communication. Je suis d'accord avec ça, Bien mais sûr. moi, je l'ai fait, ça. Oui. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une... Il y avait la figure paternelle qui était là aussi. Alors non, Voilà. justement, j'ai été divorcée C'est souvent du ça. papa, donc forcément... Mais Mais souvent, quand ils je font ça, pense- c'est juste pour attirer l'attention. S'il déconne, on appelle papa. Peut-être qu'il veut parler à papa, peut-être qu'il veut être près de papa. Moi, j'ai vu beaucoup ce genre de situation. Les couples monoparentaux, il faut vraiment que la maman soit dure. Ou l'inverse, il faut vraiment que le papa soit dur. Parce que là-bas, il faut travailler. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Comme on dit, certains disent, ouais, mais en France, vous avez le social. Non, le social, ça ne permet même pas de payer le loyer. Donc, il faut forcément trouver une activité. Donc, les parents qui se lèvent tôt, qui vont et qui travaillent, qui rentrent, ils n'ont pas le temps. L'enfant qui va à l'école, il passe combien d'heures? Environ 10 heures. Il commence à 8 heures, il finit à 18 heures. Le temps qu'il passe avec ses parents, c'est combien de temps? À peine 2 heures. Tu rentres le soir, Mais tu ça, fais 2 c'est- heures. mais ça, c'est Ça, c'est autant tout le monde. valable là-bas qu'ici. Non, c'est ce que je dis. Mais la différence, La c'est que... différence là-bas, c'est qu'il y a le social. Donc, ça ne va pas. Moi, admettons, moi, j'ai l'obligation d'alerter la police si je vois, par exemple, que votre enfant pleure, il se plaint. Et ça, c'est citoyen là-bas. Et c'est ce qui fait peur à tout le monde. Quand on les ramène ici, ce n'est pas parce qu'on les ramène parce qu'ici, c'est mieux. On les ramène pour les protéger de la DAS. Parce qu'après, c'est les familles d'accueil. C'est ça. C'est même Après, pas c'est les mieux pour familles, ces peut-être enfants-là, justement. 2 hommes, 2 femmes, ouais. excusez-moi, mais bon, une famille, c'est un homme et une femme. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est tout ce système-là. Et aujourd'hui, ils ont autant le droit, 2 hommes, 2 femmes, de récupérer des enfants en tant que famille d'accueil. Mais en fait, Si. Donc, On va écouter. ouais. Là où je veux en venir, c'est que autant là-bas, quand l'enfant pleure, c'est citoyen d'appeler la police et tout, autant ici, c'est citoyen de rentrer, de demander de qu'est-ce qui ne frapper va l'enfant, pas. même à elle, le parent. Qu'est-ce qui ne va pas avec le parent, de poser la question à l'enfant C'est ce que je voulais dire. et de corriger l'enfant Parce qu'on aux n'a pas de besoins. social, ouais. Et parce que... Elle va terminer, je vais... Non, j'ai rien dit. Ah d'accord. Donc en fait, c'est cette collectivité-là qui fait que finalement, on a des enfants, on a tous quand même reçu à peu près la même éducation. Pourquoi? Parce que tout le monde se sentait concerné Bien sûr. par la réussite de l'enfant du voisin. Quand on est là, si l'enfant fait des bêtises, même quand le parent n'est pas là, et même quand l'enfant va dire aux parents que le tonton là m'a frappé, au contraire, on te rajoute encore une punition parce que tu as déconné. Alors que là-bas, c'est simple. Ah, il crie, il m'emmerde, donc moi j'appelle la police, on vient le ramasser et puis basta pour le parent en fait. Et Alors- puis finalement, les familles d'accueil ne sont pas mieux pour ces enfants-là Non. parce que C'est ça ce qu'il devient disait, pire. C'est ça eux détériore. qui rentrent maintenant dans des gangs parce que je recevais de l'amour à la maison. Certes, ma mère était dure, mais je recevais de l'amour. J'arrive dans une famille, eux, ils ont besoin d'avoir leur cash. Donc toi, tu es juste là parce que tu leur apportes aussi de l'argent. Non, Est-ce je qu'à la précise, il n'y a base- pas que famille d'accueil, il y a les foyers aussi. C'est ça, il y a Et la les table. foyers, vrai, le c'est pas- système des foyers est encore pire parce que tous les enfants sont en difficulté. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est encore pire. Rajouter- Mais le problème, moi, ce que je suis en train de remarquer également, c'est est-ce que, déjà, c'est une question, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas une question de disparité sociale?
Parce qu'on remarque en Europe qu'il y a beaucoup plus d'enfants bandits dans des cités ou dans des cités où c'est vraiment difficile de vivre, plutôt que dans des quartiers un peu huppés. Moi, je dirais que ma tante, la sœur de ma mère, elle a vécu avec un monsieur français. Ils ont eu 2 enfants. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment mes cousines ont été éduquées à la dure. Mais c'est ça. Là-bas même, si on l'a giflé devant moi, même si elle Samuel n'a qu'à lui dire qu'elle va aller aussi porter plainte. Alors que, je ne sais pas pourquoi, est-ce que dans les cités, c'est beaucoup plus... Les enfants sont beaucoup plus délaissés, sont beaucoup plus relâchés. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je vais répondre à ta question. En fait, en gros, c'est quoi? C'est un système qui est simple. Ceux qui ont les moyens, ils corrigent leurs enfants. Ça, ils ne le disent pas, mais ils le font. Oui. À Neuilly, on tabasse ses enfants, mais en douce, quoi. Ils ne vont pas le dire. Maintenant, la conscience de l'enfant de quitter ses parents et de se retrouver en foyer... Il sait qu'il va quitter le confort. Donc là, mais le petit qui est laissé à lui-même et qui a envie d'avoir sa liberté, il se dit, bon, si je vais en foyer... Parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Hein. Ils le savent, l'âge de la raison, c'est 7 ans. Donc à partir de 7 ans, ils savent. Ils préfèrent plutôt vivre en foyer plutôt que de rester dans la condition familiale dans laquelle ils sont. Voilà. Mais donc, ils manquent de respect pour ça. Ils sont dans des cités, ils vivent... Je ne veux pas prendre cet exemple-là, mais pire que dans certains quartiers ici. Ils sont entassés dans des appartements avec des rats et tout. Ils vivent pire qu'ici. Donc, évidemment, l'ado va se dire, bon, OK, moi, je préfère être dehors plutôt que d'être dans une maison comme ça. Et puis, le truc, c'est que dans les quartiers, en général, quand on envoie un à la DAS et qu'au final, finalement, ça s'est bien passé à la justice, l'enfant revient en famille, il explique au quartier, ça devient le caïd. Donc, quand il est en bas des escaliers, ah ouais, moi, j'étais à la DAS, j'ai mis une tarte au mec, elle laisse tomber. Quand il arrive, et là-bas... Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Non, on est en train de parler. La différence là-bas, c'est que les enfants comme ça, c'est plutôt celui qui est le plus dur, c'est celui-là qu'on respecte. Alors qu'habituellement au quartier, c'est celui qui a le jet, qui fait un peu son PA. Là-bas, c'est pas le même système. Même s'ils font leur PA, mais c'est avec ils ont leur banane, ils vendent un peu leur truc, tu vois. Et si tu fais pas, tu es le gars où... Mais parce qu'à 12 ans, des gens en guettent. Hein. À 12 ans, ils sont embauchés. À 12 ans, ils touchent au minimum 100 euros la journée. Ça monte en fonction des terrains. On m'a fait des propositions. 100 euros par jour, les enfants, ils touchent à 12 ans. Ça veut dire chaque jour, il prend 100 euros. En 30 jours, c'est 3 000 euros. Donc, un enfant qui a 12 ans, qui vient avec 3 000 euros... Mais qui leur donne ça? C'est ça. Qui leur donne ça? C'est le travail, non? Mais parce que, non, c'est juste, ils guettent les dealers. C'est chapeauté, c'est hiérarchique. Quand ils sont souvent à vélo. Ah, donc en fait, c'est des deals. En fait, ils travaillent pour les dealers. Ils travaillent pour des dealers. Donc en fait, c'est comme si le petit, il est un revendeur. C'est ça. Non, lui, il guette. Lui, il ne vend pas, il n'a rien sur lui. Attendez, on va écouter. Tout le monde parle à la fois. Je disais qu'il n'a aucune drogue sur lui, mais il ne prévient, il guette, il prévient, il a à vélo, il fait le tour. Les voitures de police sont toutes connues, donc signalées. Donc la plupart du temps, quand on arrivait, c'est à pied, en pédestre. Donc pour être plus discret, la voiture, elle faisait le tour, on se communiquait, et puis quand il y avait quelque chose, elle venait en renfort. Mais ils guettent tous. À 100 euros, les enfants, ils touchent 100 euros. Ça fait 2 millions par mois. Et c'est CFA, et c'est réel. D'accord, très bien. Oui, dis-nous. Oui, bon, moi, comme j'ai vraiment vécu dans le quartier aussi, j'ai vu des histoires des personnes qui guettaient. Ils sifflent, ils ont des manières d'alerter lorsqu'il y a la police qui vient, même en civil, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment pas évident de se dire qu'on vit dans cet environnement-là. Et on a envie aussi de s'imposer en tant que jeune. Et c'est comme ça que moi aussi, à un moment donné, lorsque j'étais au collège, j'ai voulu montrer que voilà, je suis la caïd et tout ça, pour qu'on puisse me respecter aussi. Comme je suis une femme aussi de forte corpulence et tout, et il y a vite fait les moqueries, tout ça. Donc, quand je suis rentrée là-bas, j'ai dit non, aujourd'hui, vous allez voir qu'on n'est pas là pour blaguer. Et c'est comme ça qu'on commence à pouvoir être un peu plus agressif pour montrer qu'on peut s'imposer, en fait, tout simplement. D'accord. Tu as reçu aussi ce genre de proposition? Oui, on m'a proposé, oui, de pouvoir guetter dans le quartier. Mais moi, je savais que ma mère, elle rigolait pas avec ce genre de choses. Donc, du coup, je me suis dit, non, je ne m'aventure pas dans ce genre de choses. Mais sinon, oui, on a eu des propositions. Surtout que moi, comme je suis une femme, ça passe encore plus discret, quoi. De se dire que, voilà, ça passe crème, quoi. Ça passe crème. Et donc, à quel moment tes parents se sont dit, il faut qu'elle rentre en Afrique? Moi, en fait, à partir de 7-8 ans,
ans, c'est là que mes parents ont dit, allez hop, tu pars à Abidjan. Et là, j'ai fréquenté ici pendant une année. Mais donc, au moment où tu guettais, tu sortais, c'était à quel moment alors? C'est le retour. C'est le retour, là? Non, c'était pas le retour. Moi, je suis venue quelques temps. Et puis après, je suis retournée. J'étais en internat. Et mes parents, ils m'ont re-expédiée ici. Et c'est là que j'ai fréquenté. Donc, j'étais un peu plus grande. J'avais dans les 13, 14 ans. Et c'est là que vraiment, j'ai vu l'éducation versus Europe versus Afrique, quoi. Et là, j'ai vraiment eu mes deux yeux pour pleurer, quoi. J'ai vraiment eu mes deux yeux pour pleurer. Ma tante, elle était là tous les matins, elle me réveillait pour faire à manger, pour piler le palala. Le palala, pour piler ça. Le foutou. Exactement, on faisait le ménage avant de partir à l'école. Et vraiment, j'appelais mes parents, je disais, maman, je veux rentrer et tout. Elle dit, reste là-bas, tu es chez ta tante là-bas, reste là-bas. Ta tante, c'est ma sœur, donc tu vas rester là-bas et tout. Et vraiment, quand je suis revenue en France, c'est là que j'ai vu la différence. Parce que ma copine me dit, viens, on sort et tout, on va dans le quartier. Et sa mère lui dit, va acheter du pain. Sophia va acheter du pain et tout. Et Sophia dit, vas-y, tu me saoules, wesh, pourquoi tu vas pas acheter ton pain tout seul et tout. Et des choses qui me semblaient évidentes et normales avant, c'est là que j'ai dit, mais t'es malade en fait, comment tu parles à ta mère, ça va pas, genre tu lui dois du respect, elle t'a mis au monde, tu vois pas tout ce qu'elle fait pour toi et tout ça. Et c'est là que je me suis vue changer en fait. Je me suis vue dans le miroir et je me suis dit, mais il y a quelques années plus tard, j'aurais pas fait ça. Ouais. Genre j'aurais été vraiment rebelle. Quand mes parents m'envoyaient, souvent ma mère elle est assise, elle m'appelle juste dans la chambre pour récupérer sa télécommande qui est tout près. Ça m'énervait, je disais, oh, qu'elle me saoule et tout. Mais vraiment... t'as déjà fait le saouler la nette. Ma mère... Ta tante sans boire. Ouais, saouler sans boire, mais toujours saouler. Est-ce qu'elle m'a déjà frappé quand elle habite ici, ta tante? Ma tante, non, franchement, ma tante, elle était tellement dure qu'elle nous regarde juste, elle nous regarde, on sait, on est au pas, on était tous dressés au garde à vous. Donc, il n'y a pas besoin de frapper. Non, pas besoin de frapper. C'est là que vraiment, comme elle m'a inculqué ces valeurs-là, quand je suis rentrée, du coup, j'ai vu mes copines, je les ai tous évangélisées, je leur ai tous dit, il faut que vous changiez et tout, parce que c'est pas bien. Et elles ont vu aussi mon éducation et après, elles ont commencé à changer petit à petit. Et là, Et c'est comme ça que... J'ai envie de vous demander, alors du coup, vous décidez de rentrer à Abidjan, parce que justement, il y a une rébellion au niveau de votre fils. Quand vous rentrez à Abidjan, est-ce que vous voyez quand même une différence dans ses attitudes, sa façon de faire? Alors, je vais quand même préciser une chose, c'est que même dans sa rébellion, il n'a jamais été impoli avec moi. Ouais, d'accord. Voilà. Ça, quand même, c'est important de préciser parce que la plupart du temps, les enfants... Collet, hein. Ah oui, c'est carrément ça. Hein. Ils prennent au collet les parents. Ferme ta gueule quand je te parle. Je vais te mettre à la police, tu vas voir, tu me fais chier. Vieille meuf, mais ça, il y a eu des cas comme ça, moi j'ai connu. En fait, moi je pense que si, déjà dans leur tête même, on leur dit que les parents, quand ils vieillissent, on les met à la maison de retraite. Mais c'est fini. Ça veut dire que le parent n'a plus d'importance. Alors qu'ici, là, tu sais que même s'il est vieille, comment on est ensemble. On est ensemble. Et puis ton travail, là, tu vas me donner là encore me dessus. Tu vois, non, tu es obligé de te tenir au regard. Tu vois, ça dépend de ce qu'on met dans la tête de l'enfant. C'est ça, tout à fait. C'est là qu'on peut pas dire. Donc, continue ton histoire, s'il te plaît, avec le Covid. Oui, donc du coup, effectivement, quand... alors un jour, moi, en fait, pour tout vous dire, c'est la peur qui m'a fait partir. C'est pas forcément... ce qu'il a pu faire qui m'a fait partir. Parce qu'en fait, j'étais un peu sans savoir, en fait, ce qui se passait dehors, dans mon dos. Et ça, c'est ça qui m'a fait réagir, le flou, en fait. Et je n'avais pas envie qu'un jour, la police me tombe, frappe à ma porte pour me dire votre fils, il est en prison, ou... j'avais pas envie de ça. Voilà, j'étais pas disposée du tout à arriver à ce stade-là. Donc, je me suis dit, je prends... Mais c'était quand même... Pardon, vous avez fini? Non, c'est juste que j'ai pris cette décision de partir. Mais quand vous avez pris cette décision de partir, ça impliquait quoi vous-même dans votre vie en tant que maman? Parce que vous aviez vos habitudes, vos changements, le fait de revenir en Afrique, qu'est-ce que ça impliquait? Mais en même temps, c'était aussi une rupture pour moi parce que j'avais perdu mon emploi à ce moment-là, donc j'étais en recherche d'emploi. Je n'étais pas prof à l'époque. Enfin, en France, en tout cas, je m'étais refusée d'être prof. J'étais prof en Angleterre, mais pas en France, justement à cause des enfants impolis qui étaient... Les profs étaient vraiment la cible des profs. Si c'est pas les parents, c'est des profs qui sont pris à partie. Moi, il était hors de question de rentrer dans ça. Donc, du coup, je suis allée dans un autre domaine et j'ai travaillé dans les assurances à l'époque, dans tout ce qui était partie internationale des assurances. Voilà. Donc, bref. Donc, donc j'étais arrivée à un moment, justement, où j'avais perdu mon emploi, justement, et donc j'étais en rupture, en recherche. Bon,
n'ayant pas de quoi, voilà, on est avec les aides et tout ça, mais je ne suis pas le genre de personne à rester, en fait, finalement, avec des aides. Des aides, ouais. donc, en gros, je me suis dit, bah, autant, tant qu'à faire, allez. En fait, dans un premier temps, je partais en vacances. Pour me changer l'esprit. Surtout que je venais de perdre ma mère. Donc là, c'était encore... voilà, c'était vraiment des moments très, très difficiles. Et avec l'enfant, en plus, où je voyais voilà, ça ne suivait plus trop, je dit, oups, là, j'ai besoin d'un break. Donc j'ai juste pris le temps de venir à Abidjan. J'ai dit, allez, je viens en vacances. D'accord. Et c'était en juin 2018. J'ai ramassé mes enfants. Allez, on va en vacances. Mais je savais que je partais en vacances, mais dans le but de trouver quelque chose et rester. D'accord. Ouais. Alors moi, j'ai envie de poser la question à vous trois, parce que je comprends que ça fait un peu honte de parler de certaines choses à la télé. Je vois qu'il y a beaucoup de restrictions de votre part, mais c'est pas bien grave. C'est retenu, on va dire. Ouais, de retenue, on va dire. Il y a des parents aujourd'hui qui vous écoutent, mais qui se disent c'est très facile d'envoyer mon enfant en Afrique quand je sais que l'enfant connaît ses droits. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en France sait que quand ton parent te dit « allons en Afrique passer des vacances parce que tu es très dur », l'enfant refuse. Parce qu'on sait qu'arriver ici, on lui arrache le passeport et tout. Ils vous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut leur donner, en fait? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces parents qui souffrent? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents? Moi, je pense que c'est pas compliqué. Oui. Attends. Pardon. Tu vas répondre à la question. Tu vas répondre à cette question et ce sera juste après la pub. J'ai que 25 ans, hein, écoute. Sur le plateau des femmes d'ici avec Asso, Mackenzie Kajak, Shekina, Pierre-Georges et Maëni Souma. On va applaudir. Alors, on a la troisième et dernière partie de cette émission. Yasmine avait posé une question avant la pub. Et voilà, une autre question, puisque celle-là, il y a des gens qui refusent de quitter la France ou l'Angleterre. C'est la même question que tu... Oui, c'est un peu dans le même sens, parce qu'ils se disent, je veux rentrer, mais il n'y a pas papier. Donc, ça va payer l'enfant un bandit qui veut se gâter, que moi, le nombre d'années que moi, j'ai passé en Europe, là, il n'y a pas mes papiers. Donc, s'ils veulent qu'à se gâter, moi, je suis là. Et puis, finalement, quand ils obtiennent les papiers, 15 ou 20 ans plus tard, qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils se rendent compte que le papier, là, ça ne donne pas maison à Abidjan, ça ne donne pas travail à Abidjan, ça n'envoie pas le respect des Ivoiriens en fait à personne. Au contraire, mais tu es en retard, mais tu as papier. Donc, est-ce qu'il faut sacrifier cette histoire de papier, sacrifier l'avenir de ses enfants, ou si on a la possibilité de rentrer en Afrique, rentrer avec l'enfant pour essayer de changer son éducation? Répondre à ça, Mackenzie. Oui, je vais lui... En fait, de manière légale, on ne peut pas rapatrier un enfant mineur. Donc, c'est la caution du sans-papier, entre guillemets. La caution, il a un enfant qui est sur le territoire. Si on le retire, on retire l'enfant, etc. Voilà. Donc, il y a la première des choses. La deuxième des choses, moi, je pense que ce n'est pas une raison. Voilà, on est attiré par ses origines, quoi qu'il arrive. Voilà. Moi, j'ai décidé de quitter la police parce que je me sentais obligé de venir participer à l'éducation de la jeunesse ici. Donc, j'ai passé ma licence d'agent de joueur, donc j'ai quitté la répression. Maintenant, je suis dans l'éducation. L'éducation sportive. Et je pense que ceux qui veulent rester et qui sacrifient aussi bien l'avenir de leur enfant, comme tu dis si bien, mais en même temps, ils rentrent à l'âge où il n'y a plus rien à faire ici. Et les papiers, aujourd'hui, on ne les donne pas comme ça. Ah ouais, ça c'est sûr. En fait, moi, pour revenir sur ce que Yasmine a dit, c'est de trouver la méthode. Comme j'ai dit au début, ici aussi, on a des cas... Voilà, il y a des cas critiques. C'est clair. Et même dans l'environnement, ça veut dire qu'en fait, il faut maximiser sur la façon de communiquer avec l'enfant à la maison. De sorte à ce que quand il sort, nous, on est sortis, on a fréquenté des personnes qui faisaient tout et n'importe quoi, mais nous, on n'a pas fait. C'est ça. J'ai fréquenté des personnes qui passaient tout leur temps à fumer, à se droguer. Je n'ai pas fumé, je ne me suis pas droguée. Parce que ce qui était dit à la maison était clair et net. Si tu as envie de vivre dehors, il faut aller les suivre. C'est clair. On va mettre les bagages dehors doucement. Donc, si l'enfant sait qu'à la maison, c'est dur, il y a des règles, tout est carré. Depuis, il est petit. Quand il essaie de tester les limites des parents, on le remet à sa place rapidement. Quand il grandit, même quand il va faire des bêtises, on peut gérer. Mais quand l'enfant fait des choses et on a peur, on se dit « Ah, ils vont me prendre mon enfant », donc on lui passe tout. Effectivement, quand l'enfant est adolescent, il n'y a plus rien à rattraper, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça, il y a deux choses... La personnalité des parents. Hein. Il y a deux choses qui m'ont interpellée ici, quand par exemple les enfants vont être des
des guetteurs. Alors toi, ton enfant, tu sais qu'il a 12-13 ans, mais il te ramène beaucoup d'argent à la maison. Tu sais pas ce qu'il fait et ça te dit rien. Tu prends. Ça, c'est un problème. Parce que moi, je me souviens quand moi, j'étais plus jeune, moi, c'est vrai que j'avais des pointeurs vers 17-18 ans. Mais quand je viens avec quelque chose à la maison, papa me dit que il ne va jamais toucher quoi que ce soit de moi si je ne travaille pas. C'est vrai. Donc, dans ma tête, là, je ne pouvais même pas m'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ce qu'on communique à l'enfant pour que lui-même, il se dresse et puis il se dise, ah, mais si tu laisses tout, toi-même, tu dis, ah, ben, t'as eu 3 000 là, OK, bon, on va prendre tes cadeaux, on va faire ci et ça. Donc, c'est normal, il est en train de faire autre chose. Mais est-ce que les parents même sont au courant qu'ils ont de l'argent aussi? Non, souvent, ils sont au courant. Je crois qu'ils souvent, ils ne disent pas. Non, souvent, ils ne disent pas. En fait, comment ça se passe? La maman, je donne un exemple banal que j'ai vu, moi, les couples monoparentaux. La maman se lève peut-être à 4h, 5h du matin, parce que souvent, c'est 1 heure de route. Même s'il y a le métro, les RER, 1 heure de trajet. Donc, elle doit pointer à 6h. Elle fait le ménage, par exemple, soit à l'aéroport ou ailleurs. Mais toute la journée, en fait, elle n'est pas au contact de l'enfant. Donc, souvent, parce que nous, chez nous, du moins chez nous, c'est ici, mais c'est là-bas, on sait plus. Mais on a l'obligation d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Donc, l'enfant ne peut pas quitter l'école comme ça. Vous comprenez? Donc, quand il guette, c'est à des périodes, par exemple, les week-ends, les vacances. C'est là qu'ils se font le pognon. Et comme les parents n'ont pas les moyens, par exemple. Un parent, quand même, va voir des choses nouvelles chez ses enfants. Il va voir que l'enfant s'achète des choses. Moi, dès que j'arrive, quand j'ai quelque chose de nouveau, même à mon vieil âge, vous savez pourquoi ils ne disent rien? Vous savez pourquoi ils ne disent rien? Les parents? Oui. Parce que si ils dénoncent leurs enfants, ils ont peur qu'on les arrache. Voilà, tout simplement. Après, il y a la prison. Il y a aussi les chefs de gang aussi. Les chefs de gang. Les chefs de gang, mais il faut passer par la prison d'abord. Non, mais je veux dire, il y a ça, Aurélie. Je pense aussi qu'il y a le fait. On va écouter Aurélie. Il y a ça, mais je pense aussi qu'il y a le fait que le parent qui éduque son enfant de manière laxiste est ce parent-là qui a reçu une éducation à la dure. Donc, il se dit que ce que j'ai tellement souffert avec mes parents que je ne veux pas que mon enfant subisse ça. Et il a cette peur-là. Et quand l'enfant commence à grandir au point de pouvoir, on va dire, le manipuler, lui, il est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il baisse les bras. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a le côté où la maman, comme tu as dit, qui doit aller au travail pour nourrir son gosse et qui n'a pas le temps. Donc, et le père aussi qui cherche l'argent. Donc, il n'y a plus ce côté d'attention. Merci. Il n'y a plus l'attention envers l'enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il a juste besoin de se montrer d'une certaine manière. Donc, quitte à ce qu'il tire les cours et qu'on appelle pour venir dire que, viens chercher, madame, votre enfant n'est pas allé à l'école, il préfère ça. Non, c'est le système là-bas, c'est très difficile. C'est difficile. Deux cas. Un enfant de 16 ans ou de 14 ans, par exemple, qui gifle sa mère, qui la prend au collet, qui lui crache dessus. Est-ce que si la mère appelle la police, il sera sanctionné? Qu'est-ce qui va se passer? Il sera sanctionné. Mais déjà, violenter ses parents, ce n'est pas logique. Nous-mêmes, on le sait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il va être convoqué auprès de la brigade des mineurs. Parce qu'en même temps, est-ce que le parent va déposer plainte contre l'enfant? Il va simplement appeler la police. On va prendre le petit, on va le ramener au commissariat, on va lui mettre une petite pression, mais à la fin, il va retourner à la maison. C'est ça. Et si c'est le contraire? Si c'est la maman qui gifle et qui fait ça, qu'est-ce qui se passe? Si c'est la maman qui gifle. Si c'est la maman qui gifle, elle va aller en prison. Elle va aller en prison? Oui, bien sûr. Est-ce que je vais en prison? Non, elle va aller en prison. En fait, c'est pour ça que je dis, la meilleure manière, c'est de les ramener ici. Peu importe ce qui va se passer. Parce que le choc culturel, c'est une grosse gifle. Mais par contre, moi, j'ai un autre... Je peux vous donner un autre témoignage. Dis-moi. Mais j'ai un témoignage qui est carrément contraire. Je le connais d'ailleurs, s'il me voit, je le salue. Un jeune frère qui était tellement turbulent, qui a commencé à voler les voitures en France et qui est venu ici dans les années 2004. 2004, il y a eu le mouvement et tout. Et il s'est retrouvé dans une... Et quand il retourne en France... Eh bien, il décide de devenir tueur à gages. À 17 ans. C'est bien ça. Non, mais c'est la vérité. Il est en prison maintenant. Combien il a changé? Oui, il a changé. Mais non, mais attends, mais s'il dit que s'il me voit, c'est qu'il est encore là. Non, il est en vie, il n'est pas mort. Mais il n'est pas en prison. Non, je veux dire, il n'est pas en prison, il a grandi maintenant. Donc, il n'est plus tueur à gages. Son cheminement. Il n'est plus tueur à gages. Non. Il n'est plus tueur à gages. Même ils ont fait là, c'est ça, ils vont venir. Non, il avait ce truc dans la tête, tu vois. Parce qu'il est venu... Lorsqu'on revient ici, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que les enfants qui sont d'origine africaine, Côte d'Ivoire, d'autres pays,
ils ont vraiment l'amour de leur pays, mais sans le connaître. Donc la seule manière de les régler, tu le ramènes, tu le poses dans un quartier à Bobo, à Niamey, n'importe où. À Abidjan même, il est encore dans le... Oui, il est bien. Donc, tu vas à Yopougon chez Tata, Chantal. Est-ce qu'à l'école, quand tu étais à l'école, on vous disait des fois, il y avait des groupes quand même qui venaient dire, ah, si jamais tes parents te crient dessus, ou tu sens qu'on t'arrache peut-être tes jouets, on te bloque la PlayStation, tu peux pas jouer, que tu te sens triste, voici le numéro vert sur lequel tu peux appeler pour parler, il faut pas te laisser impressionner par tes parents. Parce que je sais que les enfants turbulents... Oui, du coup, moi aussi, j'ai été mentor de certaines personnes qui étaient vraiment turbulents, des personnes de la cité. Donc, du coup, je les aide justement à pouvoir avancer et leur dire les choses qui ne sont pas à faire et les aider aussi à pouvoir travailler, à avoir des petits jobs et tout ça, au lieu d'être dans le quartier, à traîner et tout ça. Donc, pour ça, oui, donc il y a des enfants qui se servent de ça, qui manipulent, qui appellent. Mon papa m'a giflé. Ouais, c'est ça, parce qu'on leur dit un numéro à appeler, s'il y a quoi que ce soit. On leur dit, bien sûr. Après, moi aussi, je leur dis. On est dans l'obligation de leur dire s'il y a quelque chose de pouvoir se défendre. Mais attention, il y a pire que ça. Il y a même d'autres qui dénoncent. Juste parce qu'ils ne sont pas d'accord. Le beau-père, moi j'ai vu des histoires où mon beau-père m'a violé alors que ce n'est pas le cas. Et comment ça se passe chez nous? C'est qu'avant qu'on fasse l'enquête et qu'on éclaircisse, on doit retirer le beau-père forcément pour pouvoir le protéger. Donc c'est comme ça que ça commence. Mais sinon ça va vite. Hein. Et puis le voisin aussi, le voisin qui t'aime pas, il peut envoyer une dénonciation calomnieuse, anonyme, et puis ta vie s'arrête. Après aussi, il ne faut pas non plus cracher sur les services sociaux en France. Non, les services sociaux font leur boulot. Effectivement, autant nous, on a reçu des fessées, ça ne nous a pas tués, autant quand même il y a des parents qui abusent, qui font vraiment du mal à leurs enfants. Oui, ça c'est sûr. Il faut juste vraiment vérifier, comme vous qui êtes dans la police, vérifier la crédibilité, la véracité de l'information. Mais je ne dis pas que ce qui a été fait en France est mauvais, sauf que je trouve que c'est un peu trop profité par les enfants de cette... oui, parce que les enfants de nature sont des manipulateurs. C'est ça. Ils veulent quelque chose, ils vont passer par tous les moyens. Donc s'il n'est pas d'accord avec son papa et qu'il sait qu'il a une option d'appeler la police ou bien de le faire enfermer, il le fait avec plaisir. Mais oui. Je vais te demander quelque chose à Maïni. Est-ce que quand tu es revenue en Côte d'Ivoire, tu as eu quand même, comme on dit, le côté entourage qui t'ont aidé à éduquer ton enfant? Parce que moi, j'imagine qu'en Europe, tu étais toute seule à éduquer. Est-ce qu'ici, par contre, tu as reçu de l'aide? Oui. Alors ici, bien entendu, on a la famille qui est là. Donc c'est vrai que ça aide énormément. Il y a l'entourage, l'enfant. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, je voulais en parler tout à l'heure. C'est finalement, quand on écoute tout ce qu'on a entendu sur le plateau, on a vraiment... il est clair que c'est l'environnement qui façonne, qui influence. L'éducation, c'est ça. Parce que moi, par exemple, j'ai éduqué mon enfant, on va dire plutôt à la dure, puisque moi, j'avais une éducation, j'ai grandi ici en Côte d'Ivoire, donc je savais comment les enfants marchaient droit. Et c'est ce que, même en étant là-bas, c'est ce que j'ai inculqué à mon enfant. Donc j'avais une très, très bonne relation, jusqu'à ce que, arrivé à l'adolescence, là, forcément, on rentre avec les copains dehors, à l'école. Donc c'est l'environnement. En fait. Je pense aussi, effectivement. Je pense. C'est pas forcément... Alors, l'émission est presque terminée. Je sais que toi aussi, tu as décidé de faire venir tes enfants ici aussi. Oui. Du coup, là, mes deux petites filles, il y en a une qui a 2 ans bientôt et il y en a une qui a 4 ans. Et là, vraiment, je me dis que il faut vraiment que je puisse envisager qu'ils puissent venir ici. Parce que moi, ça a vraiment été mon école. Et moi, je sais que quand on fait des enfants en Europe, c'est pas pour nous les enfants qu'on fait, ça c'est clair, parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on peut nous les retirer pour un petit truc, ils peuvent ne pas être là. Donc franchement, moi je pense que la meilleure éducation c'est ici. D'accord. Et les maîtresses, les maîtres, enfin comme vous avez dit tout à l'heure, les professeurs, comment est-ce qu'on les traite à l'école là-bas? En tout cas, moi mes professeurs, ils ont vraiment souffert. Il y a une prof qu'on a failli mettre dans le placard parce que elle voulait pas nous donner des bonnes notes en fait, tout simplement. On l'a enfermée, c'est notre prof d'anglais. Après, je ne sais pas si vous étiez prof d'anglais. Non, mais pas en France. Moi, j'ai délibérément évité ça. Parce que tu en as entendu parler aussi. Bien sûr. Mais en fait, moi, je pense, et ça dépend des parents, mais la solution, en fait, en France, il ne faut pas que les enfants soient oisifs. Toujours leur donner une activité. Si vous avez constaté, le sport, c'est nous, etc. Et la solution... Et même en Côte d'Ivoire, on a un partout. Et la solution, en fait, la solution qu'on devrait mettre en place, nous qui sommes
ivoiriens et qu'on aime notre pays, qui avons des enfants là-bas, la solution, c'est de créer des camps de redressement. Oui, c'est ça. Oui, les faire venir. Bien sûr. Mais ça a été fait, là, je vais être non? directeur du camp de redressement. Les enfants qui ont fait la grève, là, au ministre... On va faire ça. On fait ça. On crée l'école et je suis le directeur. Je suis d'accord avec ça. Oui, toi, tu viens aussi, tout le monde. Voilà. Donc, voilà, toute l'équipe, elle, c'est le prof. Oui, ils vont bien se respecter. Il y a pas de... Je me suis toujours dit un truc, si ça arrive, je touche du bois, vraiment mon front, tout, que mes enfants commencent à vraiment rentrer dans le côté dangereux, mauvaise éducation, enfin pas mauvaise éducation, mais mauvaise fréquentation et tout. Je me suis toujours dit que j'aimerais les mettre dans une école militaire. Ben oui. Juste un an pour les... Tu vois. Non, ça règle. Si, ça règle. Parce que ce sont des hommes. Ben, écoutez, merci beaucoup. On a bien appris aujourd'hui, vraiment. Et je pense qu'effectivement, il faut maximiser la communication avec ses enfants. Il faut changer peut-être l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Parce que j'ai bien entendu ici que certaines personnes, ceux qui ont beaucoup d'argent, leur enfant n'est pas forcément dans cette situation-là. Voilà. Donc ça dépend des parents. Ici aussi, c'est un peu ça dépend des enfants. Ici, c'est dans les quartiers UP, c'est là où on a des enfants. Oui, ici, c'est l'inverse. C'est ce que je disais, c'est l'inverse. Ils ont là pour payer. Non, les nounous, les chauffeurs. Nous, il n'y a pas. Donc, je pense qu'il faut. Moi, ça me rappelle qu'on parle des maîtresses. Moi, mon fils de 4 ans, la fois dernière, je lui ai dit, il faut parler avec moi, qu'est-ce qui se passe à l'école et tout et tout. Et là, il me dit qu'il a un de ses amis qui met sa main dans ses fesses et puis il lui a dit de sentir. Ça, c'est le visitage des enfants. 4 ans et demi en grande section. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, mais faut pas parler, maman, faut rien dire. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et ta maîtresse dit quoi? Que non, elle ne parle pas. Le lendemain, je suis allée à l'école là-bas. Je dis à la maîtresse, c'est qui les enfants qui sont camarades avec Imran là? Elle m'a dit, attends, j'ai dit, venez ici. La maîtresse, elle ne sait même pas ce qu'elle va me dire, elle est dépassée. J'ai dit, vous là, c'est vous qui... Ta maman s'appelle comment? Ton papa s'appelle comment? Si jamais je vous vois encore mettre vos mains dans vos fesses. Les enfants étaient terrorisés comme ça. Bien. C'est bien. Ah oui. Non, c'est ce qu'il faut. Je suis allée à l'école là-bas. J'ai vu même la directrice et tout. J'ai dit, jamais plus on met la main dans les fesses pour faire sentir aux enfants. Mais c'est toi, tes fesses. Non, c'est ce qu'il faut faire. Ça passe pas là-bas. Ça, c'est une très bonne idée pour le harcèlement scolaire. Bien D'ailleurs, il faut sûr. qu'on fasse une Il faut que les parents s'impliquent, en fait. Moi, Bien sûr. je vais là-bas. Non, ça passe. D'engueuler l'enfant des autres, ça passe pas. Non, ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend. Il regarde les visages parce que tu as le droit aussi. C'est ton enfant, tu le protèges. Et si tu protèges ton enfant et que tu laisses passer ce genre de trucs, ça devient la victime de l'école. Donc quand ça va pas, tu y vas. Oui. Voilà. Et puis même les parents, il faut choper les parents. C'est ça. Je leur ai dit quand on reprend, j'appelle les parents. Donc là, ça va, là, tout va bien. Responsabilité parentale. Voilà, chacun doit assumer. D'accord. C'est terminé? C'est quoi? Ça y est. Je voulais juste dire que les parents aussi qui sont en France, beaucoup n'ont pas les moyens de déménager de la cité. C'est vrai. Parce qu'ils ont été logés par le gouvernement. C'est ça. Donc on les met dans les HLM, ils n'ont pas vraiment le choix. Et des fois, ils veulent s'en sortir, ils veulent aider les enfants, mais ils sont coincés et donc il n'y a pas de solution. Et nous, on peut leur dire la solution, venez à Abidjan. On est là, on va vous accueillir. Il y a un camp de redressement qui sera là. Voilà, puiser l'eau. Alors, il y a un camp de redressement qui sera bientôt fait. Voilà, le directeur, voilà la sous-directrice. Et puis voilà. Le camarade de ton fils, il va nettoyer les fesses des enfants. Merci beaucoup. Merci Shekina. Merci Mackenzie. Merci Maïni Souma. Merci beaucoup. Merci à toute la régie qui a souffert aujourd'hui parce qu'on a débordé le temps. On est désolé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Non, le lundi plutôt. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.